Bonjour, je m'appelle Guillaume Debar, je travaille à Ali3S dans l'équipe de Frédéric Precioso depuis maintenant un peu plus d'un an sur du deep learning. Et je vais vous parler d'une thématique sur laquelle j'ai travaillé avec Mélanie Ducoff cet hiver, qui est celle des exemples adversaires. Alors quand on va parler à nouveau d'adversaires, comme dans le Generative Adversarial Network, et là je vais vous demander d'oublier juste 20 minutes ce que vous avez vu, même si on va aborder ce point-là. Alors tout d'abord, je vais vous emmener faire un petit voyage au monde des exemples adversaires, histoire de vous présenter un peu, savoir d'où ils proviennent, comment est-ce qu'on les a obtenus. Ensuite, au final, comment attaquer des réseaux de neurones, comment les duper, parce que c'est à ça que servent les exemples adversaires, entre autres, et c'est, on va dire, un aspect un peu gênant. Ensuite, on finira par de la théorie un peu sur les exemples adversaires, à savoir comment les comprendre, comment pouvoir les contrecarrer, comment est-ce qu'ils s'expliquent, parce qu'on n'a pas de recette miracle actuellement pour se débarrasser d'attaques sur des réseaux de neurones. Alors, pour le début du voyage, on va un peu motiver l'introduction aux exemples adversaires. Là, le graphique que vous avez devant vous, c'est les performances de l'être humain versus les performances de la machine sur la base de données ImageNet. La base de données ImageNet, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données de reconnaissance d'images avec 1000 objets à reconnaître, avec 1000 classes différentes. Et cette base d'images consiste en 1 million d'images avec c'est une compétition, on va dire, c'est de la compétition en termes de reconnaissance d'images de référence, et elle est considérée plus compliquée de fait de l'ampleur de la base de données. Ce que l'on peut voir ici, en fait, c'est que simplement, l'être humain, ça fait à peu près depuis plus de 2 ans que grâce au deep learning, on performe mieux que lui. C'est chouette, c'est bien. La question, c'est est-ce que les réseaux de neurones perçoivent le monde comme nous-mêmes nous le percevons? Ça va être assez intéressant d'y répondre. On va se rendre compte que non, pas tout à fait, même s'ils performent beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse effectivement à ces représentations? Entre autres parce que depuis 2012, on peut voir que la recherche sur le mot-clé deep learning sur Google de manière générale est une exponentielle. C'est la même chose en termes de quantité de publications sur le deep learning, on suit une exponentielle, et d'un point de vue industriel, on a également à faire une exponentielle sur son utilisation dans l'industrie de manière générale. Alors, en l'occurrence, ce que l'on va voir avec les exemples adversaires, c'est que oui, en parlant de représentation des réseaux de neurones, on va chercher à communiquer avec eux de manière à ce qu'on ait des représentations à peu près semblables, ou du moins trouver un canal de communication. Et ensuite, au final, ce que l'on veut, c'est être capable d'anticiper le fait de duper un réseau de neurones. Pour cela, ça peut être intéressant d'établir des normes, étant donné qu'en dupant un réseau de neurones, ça veut dire que s'il y a un piéton devant vous et que vous êtes dans votre voiture autonome, peut-être celle-ci ne va pas le voir si ce réseau se fait attaquer. Si vous avez un système de sécurité anti-malware qui utilise du deep learning aujourd'hui très souvent, il va peut-être vous considérer un virus comme étant un programme sain s'il se fait attaquer lui aussi. Donc votre système de sécurité est biaisé et c'est la porte ouverte à tout. Alors, là, on a la pierre fondatrice. Ian Goodfellow, qui était le bonhomme au chapeau tout à l'heure dans les exemples que montrait Greg Henrich, a, avec Christian Szegedy, des chercheurs de Google, trouvé quelques propriétés assez intéressantes des réseaux de neurones à l'époque. Ces propriétés intéressantes ont soulevé effectivement le problème des exemples adversaires, qui était qu'on pouvait duper effectivement un réseau de neurones en insérant un peu de bruit bien défini, bien choisi. Alors comment est-ce qu'ils ont découvert ça? Ils ont découvert ça au départ en se disant tiens, je vais prendre une voiture et en modifiant un peu grâce aux variations du réseau certains pixels dans la voiture, je devrais obtenir, si je prends des pixels qui sont ceux corrélés à la vision qu'a le réseau d'un avion, je devrais obtenir une sorte de morphing qui fait que de ma voiture, je devrais obtenir un avion ou une voiture volante. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Sauf qu'en modifiant les pixels de la voiture avec des pixels du réseau, avec les informations du réseau correspondant à celles d'un avion, on a conservé une voiture. Et sauf que au lieu de dire que c'était bien une voiture, le réseau nous affichait c'est un avion, et j'en suis certain. C'est gênant, je vois pas trop la différence personnellement entre ces deux images. Pour pousser le bouchon un peu plus loin, on peut orienter en fait ces classes de prédiction. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de, par exemple, faire passer un virus pour un programme sain à travers un système anti-malware. Tout ce que l'on voit sur le côté, les images de bus de temps plein K, sont considérées ici comme, en orientant correctement le bruit par le réseau, comme étant des autruches. Voilà.
pour la petite histoire. Et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que tous les bruits que vous voyez ici ont été orientés dans une certaine classe. Ceci, messieurs, dames, est une guitare. Et le problème, c'est que la guitare, notre réseau qui arrive, qui fait mieux que nous, considère à 96% que c'est une guitare, autrement dit, c'est certain, non négociable avec lui. Alors, un peu de formalisme, qu'est-ce qu'un exemple adversaire? Un exemple adversaire, si on prend l'image X de notre voiture, l'exemple adversaire pour cette image X, chapeau, sera la même voiture que l'on a vue tout à l'heure avec les pixels modifiés. Donc on veut des images avec une distance très faible, très peu éloignée l'une de l'autre, qui sont très similaires. Et au final, pour la première image X, on aura une certaine prédiction du réseau, et pour l'image X chapeau, on en aura une autre qui sera totalement différente. C'est ce qu'est un exemple adversaire. Alors, il ne faut pas confondre effectivement exemple adversaire et outlier, ou effectivement, comme ce qui sont des données aberrantes dont a pu parler Asma Filatre tout à l'heure. Parce qu'on a des mécanismes, comme elle a pu très bien le montrer, qui permettent de traiter ces outliers. Par exemple, des procédés de régularisation, sauf que ces procédés de régularisation ne s'appliquent pas aux exemples adversaires. En effet, si vous régularisez votre réseau en fonction d'un certain nombre d'exemples adversaires, il y aura quand même une quantité d'exemples adversaires toujours disponibles dans la nature, prêts à assaillir votre réseau et à l'attaquer. Donc ce n'est pas une solution viable. Ensuite, ce que j'ai abordé vite fait tout à l'heure, c'est le fait qu'il prédit, il est dupé et elle possède une confiance très très forte. Là, la voiture, par exemple, le bruit tout à l'heure, c'était plus de 96% une guitare. Et enfin, un gros problème des exemples adversaires, vous me direz, pourquoi pas prendre un autre réseau qui lui ne sera pas sensible à ces exemples adversaires? Ce n'est pas possible. Si le modèle 1 est un réseau pour lequel il existe un exemple adversaire, à ce moment-là, dans le cas du modèle 2, on va lui donner cet exemple adversaire pour le modèle 1 et ce sera très probablement un exemple adversaire pour lui aussi et il sera dupé, aussi fort que soit ce réseau. Alors, tout d'abord, dans le premier papier, les exemples adversaires ont été découverts sur les Convolutional Neural Network et on a vu que l'on pouvait, par exemple, les appliquer au Recurrent Neural Network, par exemple, sur de la prédiction de séquences, c'est-à-dire prendre, sur un speech, prendre une voix d'homme pour une femme, donc au niveau sécurité, ça serait problématique une fois de plus. Au niveau des modèles génératifs, pourquoi pas, enfin, au niveau là, ici, c'est au niveau d'auto-encodeurs. Et enfin, au niveau du reinforcement learning. C'est-à-dire, si je pense à peu près tout le monde ici a entendu parler d'AlphaGo, ce réseau de neurones qui arrive, qui est actuellement champion du monde de Go, sauf qu'au final, vous avez la même connaissance du plateau de Go qu'AlphaGo, et vous pouvez le duper de la même manière que vous dupez les mêmes réseaux, qui feront que AlphaGo prendra les mêmes décisions qu'un bambin face à ce plateau. C'est également un problème. Alors maintenant, on va regarder comment perturber AlphaGo, comment perturber ces réseaux de neurones. Comment les attaquer? Là, merci Greg Henrich, on parle des Generative Adversarial Network. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est le terme, la lettre adversarial dans les Generative Adversarial Network vient du fait que Ian Goodfellow s'est dit il n'y a pas de souci, je vais créer effectivement ce modèle afin de contrecarrer, afin de rendre robustes mes réseaux aux exemples adversaires. Et en voulant rendre robustes ces réseaux aux exemples adversaires, il a créé ce générateur qui était censé générer effectivement des exemples adversaires pour que le discriminateur s'entraîne dessus et qu'il devienne robuste. Sauf que c'est pas ce qu'il s'est passé, mais c'est un tas de chouettes applications, effectivement, comme le fait de pouvoir générer des personnes plus ou moins sexy avec des moustaches ou des gros sourcils. Alors, l'attaque initiale et comment ils ont modifié les pixels à l'origine en voulant obtenir leur morphing, c'était celle-ci. C'est-à-dire que pour attaquer un réseau de neurones, de manière la plus basique, la plus efficace et la plus rapide actuellement, c'est la méthode du Fast Gradient Sign. Cette méthode consiste à prendre une image X, donc par exemple là ici notre panda, d'ailleurs 57,7% pour notre panda de classification pour notre réseau, comme quoi c'est un panda, et lui rajouter un peu de bruit. Alors comment on fait ça? On prend l'image X avec un label Y qui est celui du panda, et on va encrypter, en fait, dans X, on va lui ajouter un bruit qui est celui des variations de l'erreur du réseau. On régularise avec un petit facteur epsilon ce bruit-là, histoire que quand on additionne les deux, effectivement, ça reste toujours un panda. Je ne sais pas si vous voyez trop de différence entre l'image de gauche et de droite, là sur un cas concret, sauf que l'image de droite, effectivement, est considérée comme étant à 99,3% un gibbon par notre réseau de neurones. Triste.
Alors là, je vais un peu passer dessus, effectivement, parce qu'on risque de manquer de temps sinon et de ne pas être dans le cadre. Toujours est-il que là, c'était un exemple en fait d'une méthode de défense, ce qu'il se faisait de mieux il y a encore un mois, qui est la defensive distillation. Mais effectivement, je voulais vous présenter un peu ce procédé, vous montrer que ce procédé avait été cassé et que les réseaux de neurones étaient toujours sensibles aux exemples adversaires. Ce qui fait que je vais juste vous présenter un peu rapidement ce qu'il se fait mieux en termes d'attaque, parce que dans les exemples adversaires, on a beaucoup un jeu d'attaque-défense, attaque-défense actuellement. Et dans ce qui se fait mieux en termes d'attaque qui pose problème, c'est Carlini et Wagner, cette année, il y a quelques mois, qui ont effectivement repensé le processus d'optimisation pour obtenir un exemple adversaire. En repensant ce processus d'optimisation, ils ont créé 3 attaques à partir de normes LP. L2, L0 et L', avec la L0 et L' qui emploie l'attaque L2. Et là, ce que vous voyez sur le côté, sur la première colonne, c'est l'exemple original. C'est un chiffre 5. Un peu mal dessiné, certes, mais un chiffre 5. Et ce que vous verrez, si vous aviez les diapos là un peu, sur le nez, avec une bonne vue, ce que vous verriez, c'est que sur l'attaque L2, effectivement, vous voyez aucune différence entre les autres exemples sur la ligne qui sont les exemples adversaires générés par l'attaque L2 et le 5 original. Sur le panda, une fois de plus, avec les diapos sur le nez, vous vous serez rendu compte que le panda classifié en gibbon était un peu trouble, avait subi un effet de flou. Là, c'est pas le cas. On n'a aucune distorsion perceptible. Il y a une légère distorsion, effectivement, pour l'attaque L0, l'attaque L'. Et le problème, c'est que quand ce papier est sorti il y a à peu près un mois, on s'est rendu compte que c'était 100% de réussite sur l'attaque sur les réseaux de neurones. Du coup, on va essayer d'expliquer un peu pourquoi ce 100% de réussite, comment ça se fait qu'on soit toujours en train de ramer à faire des attaques-défense, attaques-défense. Au final, on va se poser la question, savoir si oui ou non, c'est bien beau d'avoir des réseaux qui arrivent, qui sont robustes et costauds, mais si on ne peut pas se contrecarrer d'attaques comme celle-ci, au niveau sécurité, on sera obligé de prendre certaines mesures qui font que l'on ne pourra pas les employer dans certains domaines. Par exemple, comme je l'ai parlé tout à l'heure, si vous avez votre voiture autonome, si elle ne détecte pas le piéton devant vous, c'est un problème. Si votre système de sécurité se fait introduire par un virus qui a été attaqué qui a attaqué le réseau pour effectivement devenir un exemple adversaire et passer comme ça, c'est un problème. Si votre système de recommandation se fait attaquer et propose à des prix low cost un service haut de gamme, vous ne serez pas content. Alors au final, on va d'abord expliquer pourquoi, effectivement, les exemples adversaires, cette toute petite perturbation dont on parle à l'origine, fait que notre réseau se plante autant. Simplement, on peut expliquer ça par le fait que les réseaux de neurones sont des enchaînements d'opérations linéaires. C'est opération linéaire sur opération linéaire sur opération linéaire. Donc les réseaux de neurones sont des modèles qui sont très linéaires. Et X chapeau, ni plus ni moins, notre image adversaire, c'est ni plus ni moins que X, l'image originale, plus un peu de bruit. Donc quand on applique un vecteur d'action W de notre réseau, on l'applique à X, aucun problème, c'est ce que l'on aurait fait de toute manière, et au bruit. Sauf que le bruit est minime. Mais le bruit minime W, il est en dimension n. Ce qui fait qu'en fait, le bruit progresse linéairement avec la dimension n. Et dans les réseaux de neurones, la dimension, c'est 1000, 400, 2000, sans aucun problème. C'est-à-dire, vous prenez AlexNet, un réseau qui faisait pourtant moins bien que l'être humain sur ImageNet, c'est 60 millions de paramètres, et en dimension, c'est une catastrophe. Ce qui fait que ce petit phénomène, à l'origine de rien du tout, devient un phénomène vraiment très perturbant pour la reconnaissance de notre réseau. Alors là, je vais vous parler vite fait d'une expérience que l'on a faite avec Mélanie Ducoff cet hiver, qui consistait simplement, c'est un peu pour le fun, à déterminer si oui ou non, comme le postulat de base qui était indiqué dans le papier de 2013 dont je vous ai parlé en introduction, les exemples adversaires, oui ou non, étaient déterminés par le signe du gradient. Pour ça, on a pris la grosse base de données ImageNet dont on a parlé tout à l'heure, on l'a introduit dans un gros réseau de neurones pour générer une base de données d'exemples adversaires, récupérer le signe du gradient de la base de données d'exemples adversaires et de la base ImageNet. Donc on s'est retrouvé avec une grosse base de données de signe du gradient adversaire par adversaire, que l'on a ensuite fait passer dans des approximateurs universels, des réseaux de neurones du deep learning, afin de déterminer si oui ou non on pouvait apprendre sur la signe du gradient et donc si les exemples adversaires étaient déterminés par le signe du gradient. La réponse c'est non, 50-50 le hasard, après convergence des réseaux de neurones. Au final, pourquoi ?
Pourquoi? Parce que de plus en plus, on a des travaux qui tendent à expliquer effectivement d'où proviennent, où sont situés les exemples adversaires. Ce que vous voyez en vert ici, c'est une simplification, bien entendu en petite dimension, du sous-espace qu'apprend notre réseau. Notre réseau tente d'apprendre la réalité, effectivement, mais c'est une approximation de la réalité, aussi performant soit-il, aussi meilleur que nous soit-il. Et au final, les exemples adversaires sont projetés, sont des espaces contigus qui se situent à l'extérieur du sous-espace approximé par notre réseau de neurones. Alors, on va aborder ensuite le second problème qui est celui de la transférabilité entre deux modèles. La transférabilité entre deux modèles, le fait qu'on ne puisse pas prendre un modèle qui serait plus robuste que d'autres exemples adversaires en étant 100% certain qu'il les détecte, c'est simplement parce que là, vous avez à gauche des exemples, par exemple une classe 1, une classe 2, par exemple voiture-avion. La ligne de décision qui est celle de la réalité, c'est-à-dire à notre gauche on a vraiment des avions, à notre gauche on a vraiment des voitures, à notre droite de notre ligne de décision pointillée on a vraiment des avions. Et là les deux lignes ce sont deux lignes, les deux lignes colorées ce sont deux lignes avec, on appellera par exemple celle-ci modèle 1 et celle-ci modèle 2. Et ces deux lignes, on peut voir que schématiquement elles ont volontairement été représentées comme étant très proches et comme s'enchevêtrant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le problème. Nos réseaux sont très performants aujourd'hui, donc ils apprennent des lignes de décision, des représentations de la réalité qui sont presque semblables les unes aux autres. D'où leur performance et d'où le succès du deep learning d'ailleurs aujourd'hui. Donc si l'on prend notre petite croix, si on prend notre petite voiture et qu'on demande à notre réseau de la classifier, il va bien nous le mettre du bon côté. C'est une voiture, chouette. Pareil, si on prend notre avion et qu'on demandera à notre réseau de le classifier, il va nous le mettre du côté des avions. Re-chouette. Mais là, si on prend une voiture, ou à l'inverse un avion, et que l'on applique une petite perturbation, on va projeter, comme l'on a vu tout à l'heure ici, du sous-espace que l'on a appris dans le sous-espace adversaire, et donc on va avoir tendance à franchir la ligne de décision. Sauf que cette ligne de décision, la ligne de décision des deux réseaux est très proche, et la distance entre la ligne de décision, après les recherches qui sont parues effectivement dans le papier d'où provient cette illustration, on s'est rendu compte que cette ligne de décision, la distance entre les deux lignes de décision était ridicule par rapport à la distance entre deux exemples que l'on prendrait au hasard, effectivement, même avion-voiture. Du coup, c'est une ligne qui est très facile à franchir pour un exemple adversaire. D'où le côté transférable entre deux réseaux. Si elle passe la ligne de décision de notre modèle 1, alors elle passera très probablement la ligne de décision de notre modèle 2, sauf avec de la chance ou certaines perturbations en question. Du coup, qu'est-ce qu'on retient un peu de cet exposé? On retient de cet exposé que les exemples adversaires sont effectivement obtenus par un bruit synthétique, mais ce bruit synthétique et ces exemples adversaires, pour quelqu'un qui serait mal intentionné, permettent d'attaquer des systèmes industriels, par exemple complexes, et de manière générale nos réseaux de neurones. Alors là, je fais un peu de pub, pas pour i3S, mais pour des gens d'OpenAI, qui est une société fondée par Elon Musk et Google, qui ont fabriqué la librairie, qui ont mis en place la librairie Cleverance, qui permet effectivement de tester éventuellement vos réseaux face à ces attaques adversaires et de fournir des outils de benchmark qui permettraient éventuellement de créer des normes et de connaître à quel point la sensibilité de vos réseaux aux exemples adversaires. Ensuite, effectivement, je vous ai un peu parlé de théorie parce que, comme vous l'avez vu, c'est assez intéressant de voir que ces lignes de décision sont rapprochées, que notre exemple adversaire tente de les franchir, et ça permet d'avoir une meilleure compréhension du phénomène des exemples adversaires, donc éventuellement trouver des défenses dans le futur et avoir une meilleure compréhension des réseaux de neurones de manière générale. Et enfin, de manière générale, ce que l'on fait, je vous ai dit, c'est des procédés de défense-attaque, défense-attaque. Sauf qu'un procédé de défense classique où l'on prend juste un réseau et qu'on le régularise, ça fonctionne. Et sur Archive, c'est quelque chose qui a un succès sur les archives de dépôts scientifiques. C'est un succès d'un mois, 2 mois grand maximum avant que ça se fasse casser aujourd'hui. Ce qui fait que ce qui est un peu plus à la mode, c'est un travail par exemple, que fait Mélanie Ducoff avec Frédéric Precioso. Là, c'est le coup de pub, à l'i3s, qui consiste de manière générale à faire des comités de réseau, récupérer des propriétés statistiques, et là, ce sur quoi il travaille actuellement consiste à, si on prenait l'image de Panda tout à l'heure, qu'on récupère l'image adversaire, que tous nos réseaux nous sortent gibbon, grâce à ces propriétés statistiques, on pourrait refaire passer cette image de gibbon à Panda. Voici.